Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Et puis alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec l'actualité internationale tellement anxiogène en ce moment, rien de tel que le cinéma pour nous faire voyager et nous faire un petit peu penser à autre chose. D'ailleurs, au programme aujourd'hui, nouveautés et cinéma de patrimoine. D'abord, le cinéma d'aujourd'hui, avec notre premier invité Jean-Jacques Hano, le réalisateur du très attendu Notre-Dame brûle, et le cinéma d'hier, Luc Lariba, auteur d'un livre consacré au film mythique La Piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Et puis Pop Cinoche rendra également hommage à 3 grands réalisateurs récemment disparus. Tout cela, c'est dans votre Pop Cinoche numéro 27. L'homme que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui est probablement, et je dirais même sans conteste, le cinéaste français le plus connu au monde. Parce que, grâce à son audace et surtout par rapport à son talent, ses films sont projetés dans quasiment tous les pays. Vous me direz que le casting de ces films n'y est pas pour rien. Il a dirigé Sean Connery, Antonio Banderas, Patrick Devers, Jude Law, Brad Pitt, des hommes préhistoriques, et même des ours, c'est pour vous dire. Voici Jean-Jacques Hano, son dernier film s'appelle Notre-Dame brûle, il crée l'événement et il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Alors, je pense que ça doit être la même chose pour vous. Vous savez que pour tous les grands événements tragiques, inattendus, je veux parler du World Trade Center, je veux parler de l'attentat de Charlie Hebdo, de la mort de Coluche. Pour Notre-Dame, ce fameux 15 avril 2019, on sait toujours en général où on était et ce qu'on faisait au moment où on apprend la nouvelle. Ça s'est passé comment pour vous ce jour-là? Dans une petite cuisine où j'écoutais une vieille radio parce que dans la maison où j'étais, la télé ne marchait pas. Et je voulais absolument entendre l'allocution du président Macron parce que on était en pleine crise des Gilets jaunes, que la situation de la France n'était pas terrible et que j'étais intéressé. Et puis soudain, j'apprends qu'on voit de la fumée qui sort de Notre-Dame et donc je suis tout l'événement à la radio. Pas besoin de voir les images parce que je connais la cathédrale depuis l'enfance absolument par cœur. Et la seule chose que je n'avais pas vue dans ma tête, j'ai envie de dire, c'est la puissance du tourbillon de fumée. Parce que, je ne sais pas, ça n'était pas décrit et je n'imaginais pas que c'était à ce point violent. Et oui. D'autant qu'on ne peut pas imaginer que ça brûle Notre-Dame, a priori. Non, parce que c'est un bâtiment qui, de l'extérieur, est un bâtiment de pierre. Donc c'est un peu comme si on disait l'obélisque est en train de prendre feu. On dit l'obélisque, c'est du caillou. En fait, les cathédrales sont des monuments de pierre, mais soutenus par du bois. Et donc, quand le bois s'effondre, un peu moins avec l'architecture, dès l'architecture romane, les architectes ont prévu que la voûte n'était pas en fait un élément décoratif, mais c'était quelque chose pour protéger des incendies, justement. Parce qu'au Moyen-Âge, surtout en période d'invasion, une flèche enflammée sur un toit de chaume et tout partait, et du coup les murs s'effondraient parce qu'ils n'étaient plus tenus par la charpente. Alors, le grand progrès, c'est de retrouver l'architecture romaine, qu'on a dit romane, et puis l'architecture gothique encore plus solide, parce qu'on croise les nervures. Enfin, pardon d'être un peu technique là-dessus. Non, mais vous êtes devenu un véritable technicien de la charpente, je vois. C'est beau, les charpentes ensemble. Ah oui, c'est beau, c'est vrai. Mais vous ne voyez pas les images, vous comprenez que le phénomène prend de l'ampleur, j'imagine, avec le temps, mais là, vous dites quoi? Il n'y a pas de déclic immédiat de se dire... Vous avez une star internationale, célébrissime, belle, incroyablement belle, donc connue dans le monde entier, qui est attaquée par un diable charismatique, un diable charmeur, qui vous réchauffe, qui vous éclaire la nuit et qui vous carbonise. Donc c'est, selon le principe hitchcockien, c'est la meilleure des situations. Vous avez votre actrice qui est en train de mourir, et en plus de ça, les secours ne peuvent pas arriver. Donc vous avez un suspense immédiat. Et même si on sait la fin, le suspense y est, parce qu'on se dit comment on va y arriver. Est-ce qu'on va... Quand on est dans le film, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Pourtant on le sait, mais ça marche tout à fait. Et c'est là que vous intervenez. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que le projet vous arrive, vous menez l'enquête, mais vous découvrez beaucoup de choses qui rendent l'intrigue encore plus incroyable. C'est-à-dire que quand les éléments ne convergent pas, eh bien le drame arrive, quoi. Oui, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lire la documentation, des mois après,
Je croyais avoir tout compris, parce que j'avais vu la flèche qui tombait, parce que j'avais vu les secours qui arrivaient un peu en retard, etc. Mais j'avais absolument rien compris. Et en lisant la documentation, je me suis dit, il y a quand même des journalistes qui ont du talent. Hein. Ils ont appris ça à Los Angeles. C'est des scénaristes hollywoodiens, les mecs. En fait, ils racontaient la vérité. Moi, j'ai mis 1 an et demi à rencontrer tous les protagonistes et les intervenants. Et à chaque fois, ce que je croyais être un bobard, inventé par l'esprit bouillant de journalistes talentueux, était en fait, c'était bien pire, bien plus cocasse, bien plus rocambolesque. Je passe je crois 2-3 semaines dans ma maison de campagne pour faire ce travail, et plus j'apprends, plus je réalise que l'invraisemblable est vrai, et que c'est de plus en plus fascinant. Je fais donc cette structure, je l'envoie un lundi, il me semble me souvenir, vers 11h à Jérôme, qui me rappelle à 11h40 en me disant « c'est formidable, on y va ». On vient de multiplier le budget par 30. Ah ouais. Bah oui. Et oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient un film de cinéma. Bah oui. Et oui. Et qu'on est obligé, tout de suite, il est clair qu'on est obligé de reconstituer les embouteillages, qu'on est obligé de reconstituer des éléments de cathédrale qui brûlent, des éléments de 100 mètres de long, des coursives en fleu, etc. Moi, je dirais ça devient un film de Jean-Jacques Hano, quand même, là. Oui, vous savez, figurez-vous que quand j'étais tout gamin et que je faisais des films publicitaires, mon surnom, c'était Jean-Jacques B2000. C'est pas tellement flatteur, parce que c'était pas très bon, ces films. Oui, mais bon. C'était... Quand même. Alors, ce qui est intéressant, parce que on peut pas, évidemment, détailler toute la genèse et toutes les étapes du projet. D'ailleurs, Stéphane Boutsock l'a fait pour vous, puisque vous avez signé ensemble ce livre, qui est le journal de bord de toute l'histoire, du premier jour jusqu'au dernier jour du tournage. C'est un copain formidable. En plus de ça, on s'est rencontrés sur une engueulade. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel pour être copain pour toujours. Là, voilà. Oui, non, mais Stéphane me connaît par cœur. Je l'adore. Qui est le monsieur cinéma de la rédaction d'RTL, je le dis pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur RTL et qui donc le connaissent. Oui, et il connaît tous les secrets de fabrication du film. Hein. Il est venu voir tous les travaux qui étaient fascinants. Vous savez, j'avais des ateliers de menuiserie, des ateliers de peinture pour refaire les fresques d'époque, des ateliers où on a refait des colonnes, parce que comme je tournais dans différentes cathédrales, il fallait quand même des éléments de Notre-Dame, donc on se trimballait avec nos colonnes et toute la décoration. Et c'était passionnant de voir le travail des ferronniers, le travail des sculpteurs, le travail des sculpteurs sur bois, par exemple. Tout un tas de gens qui sont des compagnons du Tour de France. Il y avait 200 personnes, rien qu'à la déco. C'est ça mon métier, en vérité. C'est un métier d'illusionniste, afin de restituer la vérité. Et oui. Donc c'est le paradoxe. Alors je crois que ce qu'il faut vraiment dire à ceux qui nous regardent là et qui nous écoutent sur RTL en ce moment, c'est que Notre-Dame brûle n'est pas un documentaire. C'est un vrai film de cinéma, de fiction, qui reprend une dramaturgie réelle. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on finit par ne plus, nous-mêmes spectateurs, savoir ce qui est d'origine et ce qui a été tourné. Mais si vous voulez, c'était le jeu, ça. Et il y a une chose d'ailleurs tout à fait amusante, c'est que sachant que je n'avais pas tout vu, j'ai fait passer un message qui a été diffusé sur le net, où je demandais de m'envoyer des vidéos de gens qui auraient été des témoins. La première semaine, on a reçu 6000 vidéos, et on en est, je crois, à 25 000. Il y a toute une équipe qui a travaillé pendant tout l'été pour remettre tout ça dans l'ordre chronologique. Mon chef monteur a passé une semaine pour lui-même faire un choix, et moi j'ai passé une journée à voir ce choix. Et la beauté, c'est qu'on a fait ce travail, moi j'ai découvert tout ça après avoir tourné le film, parce que j'avais suffisamment d'éléments pour savoir où étaient les camions, où étaient les pompiers, et puis j'avais surtout les conseillers techniques pompiers qui me disaient non, c'était là qu'on s'est mis, lui était à gauche, etc. Donc si vous voulez, je savais qu'on était très proche de la réalité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a sorti les archives, pour les juxtaposer aux images tournées, mais c'était comme un puzzle qui s'ajustait parfaitement. Eh oui.
Et là, je dois dire, j'étais assez content, vraiment. C'est vrai que ça donne beaucoup de puissance au film. Ouais. Alors, ce qui lui donne aussi beaucoup de puissance, c'est évidemment sa véracité, c'est-à-dire qu'on y croit complètement. Et alors qu'aujourd'hui, on se dit, oh ben vous savez bien, monsieur, qu'avec les effets numériques, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Là, justement, il y a finalement très peu d'effets numériques. Vous avez vraiment fait du cinéma, du vrai... je ne veux pas dire comme à la grande époque, mais... Les effets numériques, pour que ce soit bien fait, ça coûte aussi cher que le réel. Mais donc, généralement, c'est mal fait, puisqu'il n'y a pas le budget. Alors, je donne cet exemple. Vous dites à un pompier, bah, tu vois, là, le feu, il est là. Alors, fais semblant que tu as chaud. Et puis, là, on va te donner un tuyau, et fais semblant que c'est de l'eau. Évidemment, c'est pas de l'eau, puisqu'il y a le fond bleu, là. Donc, fais semblant d'être mouillé. Non, attendez. C'est beaucoup plus facile de diriger les acteurs quand vous les exercez à être pompiers pendant des semaines et que vous les mettez dans un décor à 1,50 m de flamme à 800 degrés. Ben oui, c'est-à-dire que ça, après avoir vu le film, il est indispensable de lire le carnet de bord du film, parce que tout ça, on les voit, vos comédiens, et on voit qu'ils transpirent, enfin, ils transpirent, quoi. Je peux vous dire, oui, et avec, si vous voulez, toujours la notion du vrai danger. C'est-à-dire que même si le décor construit a été très étudié, on voit à un moment un des pompiers qui grimpe pour avoir un point dominant et évidemment éteindre l'incendie du haut et non pas d'en bas. Et donc, si vous voulez, le danger, il est là autour des acteurs. Et évidemment, je peux le réguler, parce que dans ce grenier qu'on a refait, qui était un énorme décor, chaque buse de feu était contrôlé séparément, mais en cas de pépin, on peut tout fermer d'un seul coup. Bien sûr. Ceci étant, le bois prend feu aussi, et ça, on ne peut pas l'arrêter. Donc, si vous voulez, il y a cette notion de danger qui habitait les acteurs, mais c'est normal, parce que les pompiers eux-mêmes doivent faire attention. Non, c'est passionnant du début à la fin, à tous les niveaux. Une question, Jean-Jacques Hano, sur l'affiche du film. Elle me fait penser à cet effet de cendre qui tombe dans le film en permanence. Et on n'imaginait pas que ça dégoulinait du ciel. On retrouve dans le dessin de Plantu tout à fait ça. Je la trouve absolument magnifique, cette affiche. Vous savez que ça n'a pas été simple, parce que les services marketing de toute la concurrence on rigolait en disant l'affiche est complètement débile, il fallait un pompier avec le reflet de la cathédrale dans le casque. Bien sûr. Et sur son bistre, vous voyez, comme d'habitude. Mais là, je veux dire que, vous voyez, la bonne entente avec Jérôme Sédou, c'est que Jérôme m'a dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à Plantu, il savait que je le connaissais, et on l'a appelé, il est venu sur le plateau, il a lu le scénario. C'est un type absolument formidable. Et alors, il a travaillé, mais incroyablement, sur cette affiche. On travaille d'ailleurs un peu ensemble. On va, je crois, publier je lui ai dit, mais attends, arrête, t'en as fait combien? Je sais pas, 200 dessins différents. Ah ouais. Ah oui. Et il disait, mais si ça te plaît pas, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, moi ça m'a passionné. Il a passé un mois à imaginer tout un tas de... Ah non, on a la fragilité, la distorsion, enfin... Oui, c'est hugolien. Oui. Tiens, à propos, le film sort le 16 mars et le bouquin de Hugo était sorti un 16 mars aussi. Ah oui, il y a des choses. Non mais quand les planètes convergent, voilà, oui. Le film est en salle actuellement, il faut aller le voir et dans la foulée se précipiter sur le livre que vous avez écrit à 4 mains avec Stéphane Boutsock, Notre-Dame brûle. Surtout Stéphane. Surtout Stéphane. Donc le livre que Stéphane a écrit à 4 mains avec vous, aux éditions Grune. Non mais c'est un formidable carnet de bord pour mieux comprendre les tenants et aboutissants. Et il y a toutes les photos, tous les documents exclusifs. Oui, c'est des photos de mon équipe, c'est des photos très, j'ai envie de dire, intimes. C'est pas des photos de plateau traditionnels. On le revit de l'intérieur, c'était une formidable idée d'avoir fait ça. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin, Jean-Jacques Hano. Merci à vous, merci. Ça fait très plaisir aussi d'être là. Avant d'accueillir Luc Lariba pour parler de son livre consacré au film culte La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider, Pop Sinoche aujourd'hui souhaitait rendre hommage à la mémoire de 3 réalisateurs qui nous ont quittés récemment. Ivan Reitman, un des papes de la comédie américaine, souvenez-vous de Jumeaux avec Schwarzenegger et Danny DeVito, l'affaire Chelsea Dearden avec Robert Redford et Daryl Hannah, Sex Friends avec Nathalie Portman, qui, c'est vrai, n'aurait pas envie d'être le Sex Friends de Nathalie Portman. Et puis également
Ghostbusters, SOS Fantôme, toute la saga, tout cela c'était Ivan Reitman. Et puis plus proche de nous, Jean-Jacques Benex. Et oui, on a appris le départ de Jean-Jacques Benex qui, incroyablement, n'a réalisé que 7 films durant toute sa carrière. Regardez, l'œuvre d'un cinéaste tient dans ce cube ce très beau coffret M6 vidéo de 12 DVD où il y a évidemment ses longs métrages, Diva, La Lune dans le caniveau, 37 le matin, Roselyne et les lions, IP5 et Mortel Transfert. Il y a également beaucoup de bonus avec ses courts métrages. Ça vaut vraiment le coup de se remémorer à quel point cet homme était un homme d'image et à quel point ses films ont marqué des générations. C'est vrai pour 37 le matin, c'était vrai pour Diva également. Donc voilà, nous souhaitions aujourd'hui reparler et rendre hommage à la mémoire de Jean-Jacques Benex. Et Pop Sinoche ne voulait pas oublier la mémoire de Serge Corbert. Serge a réalisé 14 films dans le cinéma traditionnel. Je dis traditionnel parce qu'il n'en faisait pas mystère, mais au début des années 70, il s'est un peu essayé au cinéma pornographique, sous un pseudo, mais tout cela avec beaucoup d'humour. Il faut dire que la comédie, ça le connaissait, un film avec les Charlots, un autre un petit peu plus tard avec Roland Magdan, le très bon Un idiot à Paris, le film dialogué par Michel Audiard avec Jean Lefebvre, et puis la carrière de Serge Corbert, c'est quand même 2 films avec De Funès. Il y a Sur un arbre perché, que vous avez probablement vu, et celui-ci, L'Homme Orchestre, c'est notre préféré incontestablement. Des ballets, de la danse, de la musique, De Funès en super forme, la musique de François de Roubaix, c'était vraiment bien. Et justement, lors de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française, Serge Corbert était là, c'était une de ses dernières sorties et nous en avions profité pour bavarder un peu et lui demander un peu l'origine de ce film, L'Homme Orchestre, hommage à Serge Corbert. On a fait 2 films ensemble et ça a été le bonheur, parce qu'il était très décrié. On avait toujours peur de travailler avec cet homme qui était très curieux et très nerveux sur les tournages. Très directif, paraît-il. Oui, et avec moi, il a été tout à fait obéissant comme un autre acteur et on s'est absolument bien entendu. C'est un très beau souvenir et je retrouve un peu ces sensations-là. Et bon voilà, quoi, ça fait plaisir de revoir ces images. Ces images que bon, je n'ai pas revu le film moi, depuis très longtemps. Et de découvrir quelques passages sur grand écran, c'est un plaisir. C'est émouvant un petit peu? Oui, ça fait un petit... Puis on se rappelle de bons souvenirs, parce que moi, j'ai eu de très beaux souvenirs avec Louis de Funès. Vous pensez bien qu'un livre comme celui-ci, un livre de 200 pages consacré à un acteur, une actrice, un cinéaste ou même un genre cinématographique, c'est assez courant. Mais un livre de cette importance consacré à un seul film, ça c'est beaucoup plus inhabituel. Eh bien, le journaliste et historien du cinéma Luc Lariba vient de passer 3 ans à rassembler toute la documentation possible, imaginable, sur un de nos films cultes, La piscine de Jacques Deray avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Renet et Jane Birkin. Je vous propose maintenant de l'accueillir. Voici Luc Lariba. Plongeons avec lui dans ce grand bain mythique et inoubliable. Bonjour Luc Lariba. Bonjour Vincent Perron. Merci d'être avec nous. Je voulais tout d'abord vous demander devant ceux qui nous regardent là et qui nous écoutent si vous étiez tout à fait conscient d'avoir mis exactement dans le mille de la cible du cinéma que nous aimons, c'est-à-dire ce cinéma fantastique qui ne vieillira et qui ne mourra jamais, le grand cinéma français. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il l'a fait pour nous, ce livre, c'est pas possible, il l'a fait pour nous, mais vous l'avez fait un peu pour vous aussi. Je l'ai fait pour moi, je me suis toujours placé en faisant ce livre et quand j'ai participé à d'autres, en tant que spectateur. C'est-à-dire que je me mets à la place du gamin que j'étais qui achetait des livres de cinéma et voilà un livre que j'aurais acheté sans hésiter. Oui. Après, le film, j'allais dire, est presque une évidence parce que dans le cinéma français, des films qui sont intemporels et qu'on pourra regarder encore longtemps, il n'y en a pas tellement. Mais alors, je vous pose la question, avez-vous eu un doute sur le choix du film auquel vous aviez envie de consacrer un album ou ça a été celui-ci direct sans hésiter? Non, moi, j'ai pas eu de doute. L'éditeur a un peu douté. Moi, j'ai pas eu de doute. Parce que je savais qu'il y avait, il y avait un potentiel
chez les lecteurs, chez les spectateurs. Et puis en plus, il y avait une conjoncture d'événements, l'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque. C'est vrai. Et en même temps que la préparation de ce livre qui m'a quand même pris 3 ans, il y a eu des événements, il a été rediffusé à la télé, il a été diffusé aux États-Unis. Entre-temps, il est sorti dans une très belle édition collector. Exactement, pour les 50 ans du film. Il est ressorti en DVD. Moi, ça s'est fait un peu après. Je ne pouvais pas câbler le livre en même temps que la sortie. Le DVD était déjà dans les... Alors, j'essaie de me mettre dans votre psychologie du moment. Vous vous êtes dit, je vais donc maintenant essayer de tout retrouver, tous les documents qui existent sur ce film. Ouais, je suis assez absolu comme garçon. Psychorigide un peu? Un peu aussi, ouais. Et donc j'ai eu envie vraiment de repartir à la base. C'est un peu ce que je dis au fin de l'avant-propos, c'est de repartir comment on en est arrivé là. Donc j'ai cherché le maximum de témoignages déjà pour commencer, parce qu'il y en a qui disparaissent rapidement. Bien sûr. Et puis il y a des gens qu'on interroge rarement quand on parle d'un réalisateur ou d'un acteur, c'est les techniciens. Et les techniciens sont une source inépuisable. Et il y a des gens qui sont intarissables pour raconter des anecdotes, pour raconter un tournage, parce qu'ils sont tout le temps sur le plateau. Et oui, ils voient tout. Et ils voient tout, ils entendent tout, ils ne quittent jamais le plateau. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un film comme ça. Il y a vraiment une histoire, d'autant que quand on apprend que, apparemment, au début, c'était ni Romy Schneider, ni Alain Delon qui devaient les incarner. Il y a cette page dans votre livre, mais là j'ai retrouvé la page originale. Exactement. Monica Vitti, Maurice Renet. Exactement. Les producteurs annonçaient ça. Et ça a été annoncé au mois de mai 68, mais ça a couru jusqu'en juillet 68, soit un mois avant le début de tournage. Quand finalement Gérard Bétou s'est décidé à le produire, il a fallu faire un casting. Et tout de suite, on est allé vers des gens comme Claude Rich, comme Jean-Pierre Cassel. Daniel Gélin, vous dites. Daniel Gélin. Je l'ai appris grâce à votre livre. Mais qui a été un peu blacklisté parce qu'il avait eu des problèmes avec la production sur un autre film qu'avait produit Gérard Bétou. Bon. Donc voilà, et les actrices, là, c'était Nathalie Wood, Leslie Caron. En premier, surtout Jeanne Moreau, parce que Jean-Claude Carrière, qui a écrit l'adaptation, travaillait beaucoup avec Jeanne Moreau et Maria, surtout Delphine Seyrig. Et il y a eu cette nébuleuse, on va dire, et il se trouve que les producteurs venaient de produire Les Aventuriers avec Delon et lui ont fait passer le scénario. Il faut savoir que Delon, quand il fait ça, il est revenu des États-Unis 2-3 ans avant. Il se cherche encore un peu. C'est ça. C'est pas le créateur que ça va devenir. Et donc il attrape le scénario, il le lit, il dit oui tout de suite, d'accord. Ah oui. Mais à une condition. Je veux Romy Schneider. Choisir ma partenaire. Donc il insiste fermement, mais c'était vraiment un mois avant le début de tournage. C'est fou. Et puis replaçons-nous dans le contexte, Luc. Il veut Romy Schneider, qui n'est pas une tête d'affiche, ou qui n'est plus une tête d'affiche à cette époque-là. Exactement. Elle est un peu, pas blacklistée, mais un peu oubliée. On l'a clairement oubliée. Elle a eu cette grande heure de gloire avec Sissi, mais elle est oubliée. Elle se consacre à sa vie de famille, à son fils, à son mari. Qu'il a un peu ramené en Allemagne. Et donc c'est vrai qu'elle est complètement sortie des radars, on va dire. Donc finalement personne n'est très enthousiaste à l'idée d'avoir Romy Schneider d'ailleurs. C'est pas l'événement du siècle pour du eux. tout. Mais quand on lit le scénario, et c'est là où Alain Delon a quand même un instinct, un flair, une vraie intelligence, c'est que quand on lit le scénario, on se dit il y a ce personnage de femme qui peut être incarné que par une femme qui a déjà eu une vie importante. Et Romy Schneider colle parfaitement. C'est pas besoin d'aller plus loin. Et oui. Alors, le projet arrive à Jacques Deray. Georges Lautner l'a effleuré un peu au début. Ouais, parce que le romancier, Alain Page, était très ami avec Claude Vital, qui était l'assistant et de Lautner et de Jacques Deray. Et donc Georges Lautner avait envie, mais sans plus, il n'était pas plus motivé que ça. À la différence de Jacques Deray, qui lui avait envie qu'on le reconnaisse vraiment comme un auteur de cinéma. Ouais. En fait, tout le monde se cherchait un peu. Exactement. C'est une rencontre de 3 êtres sur un film qui va les révolutionner tous les 3 en quelque sorte. Donc Deray, Delon, Romy Schneider, et d'ailleurs, regardez cette photo, Luc, ici, on a tous vu ce document d'archives, il va la chercher à la descente de son avion à l'aéroport de Nice. Il est aussi ému que elle, quand on revoit les archives. On sent qu'il est fier, on sent qu'il est ému, on sent qu'il est, moi je dirais même, on sent qu'il est troublé. Il est troublé, c'est un moment, il a un carrefour de sa vie, en 68. Et alors, ce qui est évidemment très intéressant,
c'est que ce film ne va pas être un film comme les autres, c'est pas un film bourré de dialogue, au contraire, on joue sur autre chose, on joue sur les silences et sur les regards. C'était vraiment une volonté de la part de Jacques Deray, qui avait précédemment fait un film avec Michel Audiard et qui avait bourré le film de dialogue. Et ça avait tétanisé Jacques Deray. Quand il s'est mis à travailler avec Jean-Claude Carrière, il lui a dit « Je veux le moins de dialogue possible. Je veux vraiment qu'on laisse parler les regards, les corps. » D'ailleurs, regardez, Luc, j'ai rencontré Jean-Claude Carrière dans les toutes dernières semaines de sa vie et il nous a parlé justement de cette économie de mots désirée pour le film La Piscine. Regardez. Alors, je vais vous raconter pour La Piscine, parce que ça peut intéresser des jeunes scénaristes. Je déjeune avec Truffaut un jour, de temps en temps on déjeunait tous les deux. Et il me dit, on parle de Casque d'Or, le film de Becker. Et il me dit, tu sais que dans Casque d'Or, il y a 7 pages de dialogue. J'ai vérifié, c'est vrai. Alors, quand je me suis trouvé devoir écrire La Piscine, qui est un film en lieu clos, avec des gens qui parlent, je me suis dit, j'ai revu Casque d'Or. Et là, dans La Piscine, il y a 9 pages de dialogue. On ne s'en rend pas compte. Mais non. Non, on ne s'en rend pas compte. Mais c'était une tentative que je faisais pour resserrer au maximum ce qui se dit au profit de ce qui se voit. Alors, il y a une partie musicale. J'avais jamais vu cette photo de Michel Legrand en visite sur le tournage du film. On la voit à l'image là pendant que nous en parlons. Que faire comme style de musique dans un film où on cultive le silence Ça n'a pas été facile. C'est quand même Alain Delon qui là aussi a ramené Michel Legrand, parce qu'il avait enregistré quelque temps avant la version française Les Moulins de mon cœur. Exactement. Oui. Et donc il n'a pas suggéré ce nom parce qu'il s'était bien entendu avec Michel Legrand. Mais c'est vrai que Jacques Deray qui veut des silences et Michel Legrand qui met de la musique à tout bout de champ, ça a fait au départ des étincelles. Ben oui. Mais alors, si vous n'avez pas eu la chance de rencontrer Jacques Deray, j'ai eu ce privilège et ce bonheur, et je lui ai justement posé la question de la musique dans La Piscine. Il nous en parle et Michel Legrand lui répond. Oh là. Regardez. Et puis, comme moi j'aime bien les vedettes, j'aime bien les stars, je veux dire, mon chemin m'a porté très vite vers Michel Legrand. Donc j'ai eu très envie d'avoir Michel Legrand. Et puis quand vous parlez de Michel Legrand à un producteur, il est pas contre, hein. Donc j'ai eu une approche très, très agréable avec Michel, mais très inquiétante, parce que quand on fait un film comme La Piscine, la musique, elle est capitale. C'est-à-dire si on se plante dès le début... Il n'est pas très audacieux, Deray, hein. Il aime bien... je veux dire, il wants to play everything safe. Il veut pas de risque, pas un peu comme ça, il faut que ce soit... Il a fait une musique formidable, mais lui était obsédé à cette époque par les chœurs. Ah, il en mettait partout. Et alors, là j'ai agi comme un metteur en scène ou comme un maître d'œuvre, parce que lui, au départ, il avait mis des chœurs, et sur les plans sur la piscine et tout, il y avait des chœurs partout, et je lui ai dit, mais écoute, ils sont où les chœurs? Dans les arbres? Pas académique, mais il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller trop loin. Alors moi, dans mon délire, quelquefois, on me dit non, ça va. Mais on s'est très bien entendu, puisqu'on a fait quand même plusieurs films qui étaient, je crois, pas mal réussis ensemble. Alors j'en profite pour dire, puisqu'on parle de musique, que ce bel objet vient de sortir. Romy Schneider, ses musiques de films, j'en parle parce qu'il y a la musique de La Piscine, bien sûr, de plein d'autres, mais de La Piscine, et elle a, c'est vrai, souvent été gâtée musicalement parlant. Les compositeurs savaient écrire sur son regard. Ah, absolument. Côté musique, en effet, nous avons vu. Alors, on parlait de cette notion de film charnière. C'est vrai que finalement, ces trois se cherchaient, comme vous le disiez au début, mais tout le monde s'est formidablement bien trouvé. C'est le film qui a relancé tout le monde. Chacun va partir peut-être dans la direction qu'il souhaitait à ce moment-là dans sa vie. Jacques Deray fait un film qui va être un énorme succès. Il va pouvoir après aller vers des films policiers, certes populaires,
mais aussi certains avec une trame d'auteur profond quand on pense à Flick Story ou quand on pense à Un papillon sur l'épaule. Absolument. Delon, sur le tournage, il prend connaissance du roman Bandit à Marseille d'Eugène Sacomano. Et vous savez quoi, Luc? J'ai la confirmation de ce que vous venez de dire Formidable. par Alain Delon lui-même. Regardez. Jacques Deray, le metteur en scène, avec qui j'avais fait juste avant La piscine. Et c'était pendant La piscine qu'on m'a proposé Borsalino, qui était un livre de votre confrère Sacomano, qui m'est arrivé comme ça sur le plateau de La piscine. Et leur tribulation fit rire et pleurer la France entière. C'était Carbone et Spirito. Et c'est sur ce livre de Sacomano de Carbone et Spirito que j'ai eu envie de faire Borsalino. Donc, en effet, Voilà. c'est là où tout s'est passé. C'est Exactement. bien sur le tournage de La piscine. Et puis, Et ça Romy. relance Alors, Romy Schneider. C'est ça. Et c'est assez étonnant parce que Jacques Deray y est pour quelque chose, parce que Jacques Deray est très ami avec Claude Sautet. Qui n'est pas ami avec Claude Sautet Mais- à cette époque est quand même le cinéaste que tous les autres cinéastes vont voir, soit pour une réécriture de film, Ben oui, soit le script pour doctor. le fameux script doctor. Et il cherche quelqu'un pour les choses de la vie. Et c'est dans la salle de post-synchronisation du film qu'il voit Romy Schneider. Mais comment ne pas être en admiration devant les photos du film, qui sont vraiment des tableaux. Et là, je pense que Claude Sautet s'est dit oui, parce Ouais. que c'est une nouvelle actrice. Il en avait fait, le qu'on nous souvenir d'une présente. jeune fille, il voit C'est une ça. femme là. Il voit une femme. On voit une femme, et c'est une nouvelle actrice, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait avant. Et oui. Et là, c'est les choses de la vie. Et là, il y a des films magiques. Hein. Tout convergeait pour faire un petit chef-d'œuvre, on est d'accord? Exactement. Bon. Il y avait tous les éléments. Eh bien, maintenant, avec l'avant-propos, parce que Alain Oui. vous a écrit une préface inédite. Voilà, c'est pas compliqué, il y a tout, les meilleures photos, les témoignages, les documents inédits. Si vous aimez La piscine comme nous, eh bien, vous allez adorer cet ouvrage. C'est aux éditions Cocorico. Ouais. Et, Très français. ça on ne peut plus. Et c'est vraiment un magnifique ouvrage, vous allez vous régaler. Et je vous remercie beaucoup d'être venu Merci nous en beaucoup. parler, Luc. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez aimé ce programme. Si c'est le cas, alors faites-nous plaisir. Hein. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous revoyez l'émission. Nous, Adrien et moi, on adore cette interactivité avec vous. Un petit peu comme pour les photos du jour, tous les matins à partir de 6h30 sur Facebook et Instagram. Au programme du mois prochain, 2 expos cinéma. Figurez-vous, l'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque française et l'expo Jean Gabin à Boulogne-Billancourt. En attendant, allez voir des films en salle, allez voir Notre-Dame brûle. Et nous, rendez-vous la prochaine fois. Bye!